Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. Ils défient notre compréhension de la physique et recèlent des mystères que même les scientifiques les plus brillants peinent à percer. Parmi ces mystères se trouve l'entropie des trous noirs, un concept qui lie la thermodynamique, la mécanique quantique et la relativité générale. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'entropie des trous noirs, un sujet évidemment complexe qui va nécessiter de s'accrocher jusqu'au bout. Nous allons découvrir ce qu'est l'entropie, comment elle s'applique aux trous noirs et pourquoi cela est important pour la compréhension même de notre univers. Bon, avant de s'aventurer dans les méandres de la relativité générale et de la mécanique quantique, il est nécessaire de comprendre une notion complexe qui intervient surtout dans le cadre de la thermodynamique. L'entropie. Avant cela, quelques rappels ne font pas de mal. Tout d'abord, notion qui est cruciale de maîtriser pour comprendre cette vidéo, c'est le concept d'énergie. L'énergie est la capacité de réaliser un travail ou de produire un changement. Elle existe sous différentes formes que vous connaissez, telles que l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, l'énergie potentielle qui est l'énergie due à la position ou à la configuration, l'énergie thermique qui est l'énergie due à la température, l'énergie radiative, l'énergie chimique, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, etc. Vous avez compris. L'énergie ne peut ni être créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre, selon le principe de conservation de l'énergie. Elle joue un rôle fondamental dans toutes les interactions physiques et les processus naturels. Ce concept fondamental est donc au cœur de la thermodynamique. Donc maintenant, parlons de la thermodynamique. La thermodynamique est la branche de la physique qui étudie les échanges d'énergie, notamment sous forme de chaleur, et les transformations de cette énergie dans les systèmes physiques. Elle se base sur des principes fondamentaux, appelés les lois de la thermodynamique, qui décrivent le comportement d'énergie dans différents processus, comme le transfert de chaleur, la conversion d'énergie et l'évolution des systèmes vers l'équilibre thermique. Nous allons un peu revenir sur tout ça après. La thermodynamique est essentielle pour comprendre les moteurs, les réfrigérateurs et même les processus biologiques et surtout, comme on va le voir dans cette vidéo, cosmiques. Bon, je me suis permis d'être rapide car normalement en cliquant sur un tel sujet de vidéo, vous êtes censé déjà connaître un peu ces notions. Sinon je vous encourage à les approfondir et j'espère que vous les avez bien assimilées jusqu'ici. Mais bon, à présent voyons ce qu'est l'entropie. Quand on vous parle d'entropie, essayez d'assimiler cela au désordre. Le désordre est généralement plus facile à imaginer que l'ordre car avec le désordre on associe souvent l'abstrait. En fait, l'entropie est une mesure de l'ordre ou du désordre dans un système. Plus précisément, en thermodynamique, l'entropie quantifie le nombre de configurations microscopiques possibles dans un système qui correspondent à son état macroscopique observable. Plus il y a de désordre et plus l'entropie est élevée. Quand on n'a jamais entendu parler de cette notion, ça peut faire bizarre, donc voici quelques exemples concrets pour comprendre l'entropie. Imaginez un gaz dans une boîte. Si toutes les molécules du gaz sont d'un côté de la boîte, c'est un état très ordonné, avec une faible entropie. Si les molécules sont réparties uniformément dans toute la boîte, l'entropie est beaucoup plus élevée, car il y a beaucoup plus de façons de distribuer les molécules de manière uniforme. Pour faire une analogie, si vous prenez un paquet de cartes bien rangé, chaque carte a sa place. L'entropie est faible. Si vous mélangez les cartes de manière aléatoire, l'entropie augmente car il y a beaucoup plus de configurations possibles. Bon, maintenant vous vous demandez certainement quel est le foutu rapport avec les trous noirs. Et pour cela, soyons sûrs de savoir ce qu'est un trou noir. Imaginez un endroit dans l'univers où la gravité est tellement intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Cet endroit, c'est un trou noir. Retenez que les trous noirs ne sont pas des objets. Les trous noirs sont des régions qui sont fascinantes et mystérieuses et qui jouent un rôle central dans la cosmologie et la physique théorique. Les trous noirs défient notre compréhension de la gravité et de la structure de l'univers. Un trou noir est caractérisé par une frontière appelée horizon des événements. C'est comme une ligne invisible dans l'espace. Une fois que quelque chose franchit cette ligne, il ne peut plus revenir en arrière. Toute matière ou lumière qui traverse l'horizon des événements est irrémédiablement attirée vers le centre du trou noir. Cette frontière marque donc le point de non-retour. À l'intérieur de l'horizon des événements, les lois de la physique telles que nous les connaissons ne s'appliquent plus. Le temps et l'espace se comportent de manière très étrange. Les trajectoires que suivent les objets dans l'espace, appelées géodésiques, sont toutes dirigées vers l'intérieur du trou noir. C'est pourquoi les trous noirs sont invisibles. La lumière elle-même est aspirée vers le centre, rendant impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et le centre d'un trou noir est appelé la singularité. C'est un point où la densité est si grande que les équations de la relativité générale d'Einstein, qui décrivent la gravité, prédisent que la courbure de l'espace-temps devient infinie. En d'autres termes, les conditions à la singularité sont si extrêmes que notre compréhension actuelle de la physique ne peut plus expliquer ce qui se passe. Ainsi, la présence de singularité pose un grand défi théorique. Les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner dans ces conditions extrêmes. Ça suggère que la théorie de la relativité générale n'est pas suffisante pour décrire toute la réalité de l'univers. Les scientifiques pensent que de nouvelles théories, centrées sur la gravitation à l'échelle quantique, sont nécessaires pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs.
Avant de continuer, je voulais parler des 4 principaux types de trous noirs. J'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Le premier type est le trou noir de Schwarzschild. Les trous noirs sont les trous noirs les plus simples. Donc quand on va voir quelques formules après, on utilisera ces trous noirs. Et ce sont les premiers à avoir été théorisés par Karl Schwarzschild en 1916. Ils sont caractérisés par une masse, m, et ils n'ont ni charge électrique, ni moment angulaire, on dit le spin. Leur métrique est donnée par la solution de Schwarzschild des équations de la relativité générale. Deuxième type, les trous noirs de Kerr. Ces trous noirs possèdent une masse, m, et un moment angulaire, j, découvert par Roy Kerr en 1963. Ils sont décrits par la métrique de Kerr. Les trous noirs de Kerr sont en rotation, contrairement aux trous noirs de Schwarzschild, et présentent des propriétés complexes, notamment une ergosphère, une région située en dehors de l'horizon des événements, où l'espace-temps est entraîné par la rotation du trou noir. Troisième type, les trous noirs de Reissner-Nordström. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Ces trous noirs sont caractérisés par une masse, m, et une charge électrique, q. Ils sont décrits par la solution de Reissner-Nordström des équations de la relativité générale. La présence de la charge modifie la géométrie de l'horizon des événements et introduit un horizon interne supplémentaire. Enfin, quatrième type qui réunit tout, les trous noirs de Kerr-Newman, caractérisés par une masse, m, une charge q et un moment angulaire, j. Ils sont décrits par la solution de Kerr-Newman. Les trous noirs possèdent toutes les caractéristiques des trous noirs de Kerr et de Reissner-Nordström, avec des effets gravitationnels, électromagnétiques et de rotation. Bon, voilà pour les types de trous noirs. Ça ne servait pas à grand chose, mais je voulais quand même en parler durant la deuxième vidéo qui traite le sujet trous noirs. Enfin, troisième en comptant la vidéo sur les trous de verre. En résumé, les trous noirs sont des régions incroyablement complexes et mystérieuses. Leur étude nous pousse à repenser nos notions de l'espace, du temps et de la gravité. Ils sont au cœur de nombreuses recherches en physique théorique et leur compréhension complète pourrait nécessiter une nouvelle révolution dans notre façon de voir l'univers tout entier. Pour continuer, on peut considérer les trous noirs comme des objets et non des régions, pour que ça soit plus intuitif. Et la surface du trou noir est la sphère formée à l'horizon des événements. Donc en fait c'est la représentation habituelle. Mais bon, en 1972, Jacob Bekenstein, un physicien théoricien, a suggéré que les trous noirs devraient avoir une entropie. Cela semblait étrange parce que comme nous l'avons vu, traditionnellement l'entropie est liée à des systèmes où l'on peut voir les micro-états, comme les molécules dans un gaz. Mais un trou noir est un objet où rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Comment un tel objet pourrait-il avoir une entropie ? Bekenstein a proposé que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon des événements, à l'air, et non à son volume, comme tous les autres systèmes traditionnellement. Et cette idée était révolutionnaire, parce qu'elle liait la thermodynamique à la relativité générale d'Einstein. Pour comprendre la situation, l'entropie d'un trou noir, de manière intuitive, est une mesure de l'information ou du désordre associé à ce trou noir. Comme d'habitude, pensez à l'entropie comme une façon de quantifier combien de façons différentes les particules ou les éléments d'un système peuvent être arrangés, tout en ayant le même aspect général. Pour un trou noir, donc, cette entropie est liée à la surface de son horizon des événements, et non au volume. Imaginons un trou noir comme un sac fermé où vous mettez des objets. Plus vous ajoutez d'objets, plus l'intérieur du sac devient désordonné. De même, plus un trou noir absorbe de matière, plus l'entropie, c'est-à-dire la mesure du désordre ou de l'information contenue dans le trou noir, augmente. Cette idée relie l'entropie du trou noir à sa taille, ou plus précisément à la surface de son horizon des événements, encore une fois. Un trou noir plus grand a une plus grande surface d'horizon des événements, donc une entropie plus élevée. Stephen Hawking a confirmé les idées de Bekenstein en 1974 en découvrant que les trous noirs émettent un rayonnement, maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement qui est un processus bien particulier puisqu'il fait intervenir le concept d'énergie du vide. J'ai réalisé une vidéo sur ce rayonnement si vous souhaitez. Le rayonnement de Hawking établit que les trous noirs ont une température et par conséquent on peut parler de thermodynamique avec les trous noirs. Et donc ils ont une entropie proportionnelle à l'aire de leur horizon des événements. Cette relation permet d'appliquer les lois de la thermodynamique aux trous noirs et démontre qu'ils ne sont pas des objets thermodynamiquement morts, mais des systèmes dynamiques avec des propriétés thermiques bien définies. Lorsque le trou noir émet un rayonnement de Hawking, il perd de la masse, ce qui conduit à une diminution de son aire d'horizon des événements. Donc oui, la taille d'un trou noir est directement liée à sa masse. Pour prendre l'exemple du trou noir le plus simple, avec lequel on va rester le reste de la vidéo, c'est le trou noir de Schwarzschild. C'est le trou noir de base dont on a parlé en premier, quand on a vu les différents types de trous noirs. Pour rappel, un trou noir de Schwarzschild est donc un trou noir sans charge et qui n'est pas en rotation, donc ça simplifie tout. Le rayon de Schwarzschild, ou le rayon d'un trou noir de Schwarzschild, noté RS, est égal à 2 multiplié par la constante gravitationnelle multiplié par la masse du trou noir sur c au carré, c étant la vitesse de la lumière dans le vide. Ainsi, nous voyons que le rayon d'un trou noir est directement proportionnel à la masse du trou noir. Et c'est ici que va différer la notion d'entropie pour des systèmes traditionnels avec la notion d'entropie des trous noirs. Car l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire du trou noir, alors qu'en thermodynamique, l'entropie est proportionnelle au volume du système.
Je le répète encore. L'entropie d'un trou noir, notée S, est donnée par cette formule, qui est la formule de Bekenstein-Hawking. Dans cette formule, nous avons 4 constantes. La constante de Boltzmann, la constante de la vitesse de la lumière dans le vide, la constante gravitationnelle, qui est la constante de Newton, et la constante de Planck réduite. De plus, nous avons aussi l'air du trou noir, et nous voyons ainsi que l'entropie du trou noir est directement proportionnelle à l'air du trou noir. La constante de Planck réduite, qui est le sujet de la vidéo la plus populaire sur ma chaîne, est égale à la constante de Planck normale sur 2π. Ainsi, vous pouvez retrouver aussi cette formule. Vous pouvez aussi trouver une troisième formule qui fait intervenir la longueur de Planck, avec la longueur de Planck qui, comme d'habitude, est égale à la racine de la constante de Planck réduite fois la constante gravitationnelle sur c au cube. La longueur de Planck est un peu la frontière entre l'échelle quantique et l'échelle macroscopique, puisque c'est à partir de cette échelle que la gravitation classique cesse d'être valide et qu'on doit utiliser les lois de la mécanique quantique. Mais bon, on peut toujours essayer de trouver une autre formule pour l'entropie d'un trou noir. Et pour ça c'est simple étant donné que nous avons le rayon de Schwarzschild. C'est qu'on peut montrer que l'entropie est proportionnelle aussi à la masse du trou noir et pas forcément qu'à son aire. Donc ainsi c'est parti, on calcule l'aire d'une sphère, l'aire du trou noir donc. 4 fois pi fois le rayon au carré. Il suffit de remplacer les valeurs. Donc on a 4pi de gm sur c carré tout carré. Et là c'est simple, donc on a 16 pi g carré m carré sur c puissance 4. Et ainsi nous avons l'aire du trou noir. Maintenant que nous avons la formule de l'air, nous pouvons remplacer A dans la formule de l'entropie du trou noir, ce qui fait que nous avons S qui est égal à la constante de Boltzmann, multiplié par C au cube sur 4G, constante de Planck réduite, multiplié par 4 fois 4, moi ça va être plus simple pour simplifier, fois pi fois G fois G, je l'écris comme ça, au moins c'est encore plus simple pour simplifier encore une fois, m carré sur c au cube fois c. Ça fait que là nous pouvons barrer c au cube, nous pouvons barrer le g et nous pouvons barrer 4. Ce qui fait que la formule finale d'entropie d'un trou noir en prenant la masse, c'est constante de Boltzmann multipliée par 4 pi g m carré sur la constante de Planck réduite fois C. Ce qui fait que nous voyons que l'entropie du trou noir est proportionnelle au carré de la masse du trou noir. Plus un trou noir est grand, plus il est massif, plus l'entropie est élevée. Ça marche aussi dans les autres types de trous noirs que Schwarzschild, mais si j'avais pris rien que l'aire d'un trou noir de Kerr, ça aurait été un peu plus compliqué, parce qu'on considère qu'il a un moment angulaire, J. Avant de passer à la dernière partie, merci aux nouveaux tipeurs et à ceux qui ont fait des achats sur la boutique. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner. À présent, c'est bien beau de parler de l'entropie des trous noirs, mais quelle est l'importance de cette entropie dans le domaine de la cosmologie ? Premièrement, nous pouvons parler du lien entre la thermodynamique et la gravitation. Cela montre une profonde connexion entre la thermodynamique, qui décrit les propriétés des systèmes en termes d'énergie, de chaleur et d'entropie, et la gravitation, qui décrit la structure de l'espace-temps. Deuxièmement, l'entropie est surtout liée à l'information. Plus un système a d'entropie, plus il contient d'informations. Pour les trous noirs, ça soulève la question de ce qui arrive à l'information lorsque quelque chose tombe dans un trou noir. C'est un problème majeur en physique théorique connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs, qu'on a un peu traité d'ailleurs dans la vidéo sur le rayonnement de Hawking. Et troisièmement, la compréhension de l'entropie des trous noirs est un pas vers l'unification de la mécanique quantique et la relativité générale, deux piliers de la physique qui sont actuellement incompatibles dans certaines situations extrêmes, comme avec les singularités. Comprendre tous les mécanismes autour de l'entropie impliquerait que nous possédons une physique unifiée en relativité générale et mécanique quantique, puisqu'elle répondrait aux problèmes posés par les deux. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer l'importance que peut avoir l'entropie des trous noirs dans le domaine de la cosmologie.